Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Et bonjour, bienvenue et bonne fête à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui nous regardent, et bienvenue donc dans ce 96e numéro du Synthé Night Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match de samedi dernier à Rodez. Pour moi, ça a été un match particulièrement éprouvant à regarder. Pourquoi, me direz-vous ? Est-ce dû au cadre champêtre du déplacement à Rodez ? Au scénario stressant du début à la fin ? Aux errances techniques ? À la sensation du manque d'envie de nos joueurs ? Eh bien, figurez-vous que pas du tout. J'étais juste dans le train et la connexion était horrible. Du coup, j'ai vu le match en 144 pixels et par saccade avec des coupures de plusieurs minutes par moment. Mais bref, dans tous les cas, pour en avoir discuté autour de moi, je crois qu'on va être d'accord pour dire qu'on n'a pas vu le match de l'année. Un match qui, au final, nous rapporte un point, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'on a déjà perdu 2 fois contre cette équipe cette saison, mais tout de même un match frustrant où on se dit qu'il y avait quand même bien mieux à faire. Pour parler de tout ça et des prochains rendez-vous, je suis accompagné ce soir par Hervé, le local de l'étape. Bonsoir Hervé. Salut Keun, salut à tout le monde. Comment tu vas ? Ben écoute, ça va, effectivement. Moi, j'ai vécu ce match en local de l'étape. Donc, par contre, aucun sentiment mitigé pour ma part. Aveyronais, oui, mais à aucun moment, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien voir les Aveyronnais gagner. Bah, j'espère Voilà. bien. Donc, moi, j'étais vert à 100%. Comme le dit Aimé Jacquet, moi je suis vert à vie. C'est ça. Exactement. Avec nous également ce soir, Patrick Guillou. Bonsoir Patrick. Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai vu le match après avoir commenté Union contre Leverkusen dans ma salle de sport à l'hôtel. Et puis pourtant, ce match ne m'a pas enivré, même si certains sont des verts à vie. Moi, comme ça ne m'a pas enivré, j'avais l'impression d'être un verre à pied. Parfait. Eh ben écoute, verre à pied à la salle de sport, tu me diras, c'est un petit risque, mais un risque qui se prend. Oui, oui. Et puis enfin, pour notre première émission ensemble, j'accueille Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Keun, salut à tous. Bon ouais, match pas fameux ce week-end, mais bon, content d'être là pour bien commencer la semaine. Comment tu vas ? Bah à fond et toi ? Bah écoute, parfait. Bien sûr, Hugo est là pour vous lire dans le chat. J'essaye aussi de vous lire, mais n'hésitez pas à participer pour nous donner vos avis et on les fera remonter. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, je vous ai demandé un petit peu vos sentiments, vos sensations par rapport à ce match nul de samedi. On prend donc un point. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour vous c'est un bon point ? Que ce soit au vu du scénario ou au vu de la prestation affichée par nos Verts. Qui veut commencer ? Allez, je donne la parole. Ça se bouscule. L'entame de l'émission correspond exactement à l'entame de match de l'AS Saint-Etienne. Tout le monde se regarde en chien de faïence et personne ne veut prendre de l'initiative. Donc voilà, est-ce que c'est un bon point ? Est-ce que c'est pas un bon point ? Voilà, à partir du moment où Laurent Batles est satisfait de ce point pris face au mastodonte ruthénois, eh ben, on va dire que c'est un bon point de prix. Moi, au contraire, je pense que, mis à part le point prix, il faut surtout s'attacher sur le contenu, et le contenu était très médiocre. Ouais. Donc, oui, alors si on voit le côté positif, on dit que c'est un bon point de prix vu les circonstances. Si on analyse le match sur 90 minutes plus le temps additionnel, on se dit qu'on frôle la correctionnelle. Que si l'Arseneur est pas présent, eh bien, on retourne où on retrouve l'AS Saint-Etienne du début de saison. Et donc, à un moment donné, si on se cache à chaque fois derrière le point pris sans analyser vraiment le contenu tactique et technique de la rencontre, eh bien, on aura encore jusqu'à la fin de saison ce genre de prestations. Ouais, et évidemment, on va en parler de l'aspect tactique et de ce qui s'est passé sur le terrain, mais d'un point de vue purement résultatiste, Hervé, toi, t'en penses quoi ? Ce point, tu t'en satisfais ou c'est juste frustrant parce qu'on aurait pu faire bien mieux ?
Alors, on aurait aimé que ce soit frustrant parce qu'on aurait pu et on aurait mérité de faire mieux. Or, effectivement, le contenu du match était tellement pauvre de notre côté que honnêtement, moi, pour avoir été au stade, bien évidemment, on s'est tous regardés et on s'est dit, bon, ben, on prend ce point du match nul parce que la prestation des joueurs était vraiment ouais, médiocre, pour pas dire plus, et que on a réussi malgré tout à revenir au score. Après, sans parler trop du contenu pour l'instant, mais d'un point de vue un petit peu général et un petit peu si on scénarise ce championnat de la Ligue 2, on a vu finalement un match, en fait, un pur match de Ligue 2, où on a tendance à dire qu'en Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde, qu'il n'y a pas vraiment de favoris, sauf pour les très grosses écuries, ou sauf pour les équipes qui sont vraiment un petit peu comme Niort, par exemple, peut l'être en queue de classement. On a eu un match voilà, où ça a été dans les duels, ça a été dans les contacts, ça a été dans l'intensité, dans l'envie que le match s'est gagné, en tout cas sur le contenu, où Rodez a été bien plus consistant que nous. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on voilà, on a vu un vrai match de Ligue 2 finalement entre au coup de sifflet, Ouais. enfin, en tout cas au coup d'envoi entre le 9e et le 12-13e, quoi. Donc un match de Ligue 2, ventre mou, ventre mou. Donc voilà. C'est un match qui aurait pu se gagner à la courbis, quoi. Oui, carrément, c'est effectivement ça. Après, on a la dernière balle de match. Effectivement, sans l'arçonneur brillant, voilà, on aurait pu en prendre au moins deux de plus. Et nous, on a la dernière balle de match, mais mis à part cette dernière balle de match, on n'a pas montré grand-chose pour pouvoir mettre plus que ce but-là, quoi. Tiens, j'y pense juste vite fait, Hervé. Petit aparté, parce que j'ai oublié de te le demander avant l'émission. Les photos que j'ai à disposition, je les balance maintenant ou t'en as besoin pour ta chronique? Non, j'en ai pas besoin pour ma chronique, donc Ok. écoute, je te Alors, laisse on fait une mini gérer. parenthèse, les amis. J'ai deux photos à vous montrer pour que vous puissiez voir en image nos deux chroniqueurs du jour, mais avec quelques années de moins. Vous avez à gauche Patrick et à droite Hervé, magnifique en maître d'hôtel. Et, euh, Exactement. et puis après, derrière, à côté du terrain. Alors, c'était. Tu peux nous en dire plus justement de quel match c'était? Alors, ce match-là, c'était un brillant match. D'ailleurs, l'adversaire de ce week-end nous en avait fait reparler. C'était un brillant match de Coupe de France, un 16e de finale, je crois, à Aurillac. Ok. Voilà, avec Thierry Oledziac en coach d'Aurillac à l'époque. Et donc, la Saint-Étienne s'était brillamment fait sortir de la Coupe de France 3-1. Voilà. Et Ah, donc Antonetti à l'époque. Mais bon, moi voilà, ça m'avait fait le fait de pouvoir faire quelques photos. Voilà, photo avec Patrick, photo avec le coach Antonetti. Moi, ça m'avait fait ma soirée, mon week-end, ma semaine, mon mois, voire mon année, voire ma décennie, voire ma vie de supporter. Voilà. Patrick, tu t'en souviens de ce match? Oui, bien sûr, parce qu'on s'était fait piteusement et honteusement sortir par une équipe qui nous avait bouffé dans tous les domaines. Un match typique de Coupe de France, un match typique qui ressemble étrangement à Rodez Saint-Étienne Ouais. sans le score derrière. Mais à partir du moment où on aborde certaines rencontres avec de la suffisance, t'es puni. Ouais. Le football offre cette possibilité là énorme que des clubs amateurs puissent battre des clubs professionnels. Je pense que c'est le seul sport co où des tels exploits sont possibles. J'ai pas souvenir que ça soit possible en handball, en basket, en volley. À partir du moment où l'effectif est beaucoup plus fort, et bien Ouais. généralement la logique est respectée. Sauf que le charme de cette équipe ou de cette Coupe de France, c'est qu'on peut se faire éliminer et ça a été le cas. Le souvenir que j'ai, c'est que il y a eu l'enthousiasme aussi du stade et une équipe d'Aurillac qui a surperformé. Et à partir du moment où nous on a joué avec 30 ou 40% de nos moyens et eux à 120%,
Ça suffit largement pour se qualifier et la qualification était plus que logique. Ben, c'est ce que tu disais, c'est aussi la beauté du football avec peu de points marqués au cours d'un match. C'est sûr que les exploits sont plus facilement sont plus régulièrement réalisables que dans d'autres sports co, effectivement. Revenons au match. Hugo, dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu comme état d'esprit global là, des supporters avec nous? Ouais, le chat est plutôt d'accord avec vous. Pour Albert, c'est un point miraculeux, donc un bon point. Kevin parle de prestations médiocres, c'est un très bon point, même si on ne mérite pas le nul. Spirit dit que vu le match, c'est un bon point pris, il faut remercier l'Arseneur. Pour Céline, il y a trop de déchets. Patrice parle de déception. Et pour Joss et David, l'équipe semble vouloir finir en roue libre jusqu'à la fin de saison. Ouais. Alors, il Ouais. y a une chose sur laquelle j'aimerais insister. Laurent Batles se satisfait de ce point du match nul. J'en veux pour preuve les déclarations d'après-match. Alors, je veux bien qu'il y ait de la communication externe et qu'il est peut-être dans son rôle. J'espère sincèrement qu'en communication interne, il y a un discours complètement différent. Et à partir du moment où on analyse le contenu et qu'on se satisfait du point du match nul face à Rodez, ça veut dire que, et je connais assez bien les joueurs, alors pas de l'effectif stéphanois, dans leur mentalité, mais généralement les joueurs dans n'importe quel club, ça veut dire que les joueurs vont se satisfaire de ce point du match nul sans aucune remise en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit le contenu qu'on analyse et qu'on dit c'est un bon point de prix, les joueurs ils vont dire mais pourquoi on devrait faire plus d'efforts si ça suffit et que le coach est content. Alors j'espère juste que c'est une communication externe et qu'en interne, les joueurs vont avoir une remontée de bretelles. On espère, oui, que le discours dans le vestiaire soit pas le même. Qu'est-ce qui a manqué collectivement, mon cher Hervé, selon toi? Alors, collectivement, Patrick, tu disais qu'on avait abordé ce match-là ou d'autres avec un petit peu de suffisance. Je ne sais pas si c'est de la suffisance, mais en tout cas, nous, ce qu'il a manqué clairement, c'était plus d'impact, plus de maîtrise technique, parce qu'on a eu les 5-10 premières minutes très difficiles où Rodez arrivait à nous confisquer le ballon sans pour autant nous faire mal. Et puis, il y a eu un petit quart d'heure où Saint-Etienne remettait le pied sur le ballon, mais par contre, on perdait toutes nos transitions, c'est-à-dire qu'au bout de 2 passes, on perdait la balle. Le milieu de terrain, Mouefek Bouchouari, je ne sais pas s'ils ont réussi à éliminer chacun 2 ou 3 adversaires balle au pied ou par des passes. Mouefek qui d'habitude met beaucoup d'impact, arrive un petit peu à percer le premier rideau. Là, il n'a jamais été capable de le faire à part une fois. Bouchouari, il a jamais, je pense qu'il n'a jamais avancé plus de 5 mètres balle au pied. Lui qui d'habitude est plutôt bon dans les petits espaces, un petit peu virevoltant. Là, c'était que du jeu latéral ou en retrait. Donc, de l'envie, de l'impact et un petit peu plus d'intensité au milieu pour arriver à conserver le ballon. Mais ce qu'il a manqué, surtout, et ce qui était flagrant, c'était de la maîtrise technique, parce que même des passes simples, on n'a jamais été capable ou trop rarement capable de les faire. Tu parles des erreurs techniques. Je ne sais pas si vous avez sur quelle chaîne vous avez regardé le match, mais moi je l'ai écouté sur la chaîne L'Équipe. Et Pierre Boubi, que j'aime beaucoup, a beaucoup insisté pendant le match sur le fait que le terrain était de mauvaise qualité, que la pelouse était lourde et grasse, et que c'était en grande partie ça qui expliquait les erreurs techniques. Patrick, toi, en tant qu'ancien joueur, tu veux dire un truc? Juste, non. Ça, pourquoi pas, sur la qualité du terrain, mais Rodez, il y a eu quand même des phases de jeu où ils nous ont fait valser, ils nous ont baladés. Ils jouaient sur le même terrain, quoi. Donc, techniquement, ils ont été, sans être extravagants ou être vraiment phénoménaux, ils ont été quand même supérieurs à Saint-Étienne sur ce match-là, et ils jouaient sur le même terrain. Donc, Voilà, alors c'est très juste, Hervé, c'est-à-dire que Rodez joue exactement sur la même pelouse. C'est ça, moi, qui me paraît bizarre. Et pardon d'être aussi vindicatif encore une fois, j'ai aussi souvenir que cette saison et les saisons précédentes, on est joué sur des billards et qu'on ait été aussi très moyen au niveau de la transmission et au niveau des premières relances en position basse. Donc c'est toujours à un moment donné, si vous n'analysez pas les choses et les axes à améliorer, vous améliorez jamais.
Donc, si à un moment donné, il y a toujours des excuses, et peut-être qu'on y reviendra derrière en disant on a eu beaucoup de blessés, on a beaucoup eu de suspendus, on a eu 2 jours de repos en moins. Derrière, vous mettez ça dans la tête des joueurs. Et à un moment donné, si vous cherchez toujours des excuses, des prétextes pour analyser une mauvaise prestation, mais finalement, elle n'est pas si mauvaise, mais elle est finalement bonne, et puis on se satisfait, bah derrière, pourquoi vous voulez que les joueurs se remettent en question? Pourquoi vous voulez à un moment donné dans l'avant-match, dans les propos déjà d'avant-match, où on conditionne les joueurs à avoir déjà des excuses, et c'est pour ça que j'ai été aussi un peu plus musclé sur ma dernière chronique. Que vous pouvez retrouver dans le progrès d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, c'est à un moment donné, le joueur et cette génération de joueurs aujourd'hui se cherchent systématiquement des excuses pour dire c'est pas de ma faute. Et si en plus vous conditionnez ça, eh bien le joueur ne se remettra jamais en question. Jamais en question. Donc, du coup, et moi, Patrick, je te pose une question par rapport à ce que tu viens de dire, et je suis d'accord. Est-ce que justement la nouvelle génération de joueurs, les coachs d'aujourd'hui, n'ont pas tout intérêt à servir un petit peu cette soupe-là, qui est indigeste, je suis d'accord avec toi, sous peine en fait de voir le groupe complètement les lâcher, puisque c'est le truc qu'on trouve un petit peu... C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans une génération aussi d'entraîneurs plus jeunes, peut-être avec le logiciel, et je dis bien peut-être 2.0, quand je vois par exemple Xabi Alonso, l'entraîneur de Leverkusen, qui annonce ses choix tactiques par SMS à ses joueurs pour dire qu'au lieu de jouer milieu défensif, il va jouer libéraux, et qu'il ne l'a pas dit encore à l'équipe, et qu'il n'y a pas de discussion individuelle, mais qu'il passe par WhatsApp ou qu'il passe par SMS, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être aussi privilégier ce genre de communication. Il faut aussi, à un moment donné, faire face à la maturité du joueur. Et si le joueur n'est pas mature, si le joueur n'est pas capable de se remettre en question individuellement sur sa prestation, sur son investissement, eh bien, à un moment donné, effectivement, il va chercher toujours des excuses en disant le coach ne me fait pas confiance, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut me mettre. Et puis, à un moment donné, le joueur va plus faire les efforts nécessaires. Et qui c'est qui va trinquer? Le coach et son staff. Ouais, c'est un peu de la déresponsabilisation, quoi. Et d'ailleurs, tu prenais l'exemple de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, saison qui se passe particulièrement bien pour sa première saison en tant que coach principal. Mais vous voyez, vous ne pouvez plus avoir l'entraîneur adjudant-chef qui va commander et qui va donner les ordres aux parents haut, et tout le monde dans le vestiaire ne moufle pas, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il faut privilégier avec cette nouvelle génération des discussions individuelles. Vous ne pouvez pas, comme par exemple Robert Nouzaré pouvait le faire avec moi, ou même Frédéric Antonetti, me dire tu es responsable devant tout le groupe sur ça ou sur ça. Parce que moi, ça me piquait, mais j'avais envie de le prouver à l'entraînement, et j'avais prouvé le match suivant que je méritais de continuer à jouer. Je me remettais en question. Oui, ça te fait rebondir, ça t'enfonce pas, quoi. Voilà, aujourd'hui, le joueur n'est pas assez fort et va se chercher aussi dans le vestiaire des alliés de circonstance, peut-être certains remplaçants, peut-être certains qui jouent moins, pour faire ensuite monter la sauce, et à un moment donné traîner son spleen lors des séances d'entraînement. Et où tu dois avoir une séance d'entraînement avec de l'intensité, tu l'auras beaucoup moins parce que tu vas avoir des boulets à traîner durant toute la semaine. Et donc forcément, ça va s'enquiller durant le match. Ouais. On parle un peu de Claude Puel, passage à Saint-Étienne, là, non? Pour faire une petite parenthèse, quoi. Ah ben, voilà, vous me tendez à chaque fois la perche. J'ai dans moult chroniques, et ça m'a valu quand même des volets de bois vert parce que soi-disant j'avais quelque chose contre Claude Puel. J'avais pas quelque chose contre Claude Puel. Ça a été un entraîneur, et c'est un entraîneur qui est intéressant, mais sauf que dans la façon de communiquer avec ses joueurs, avec l'environnement, avec les différentes parties prenantes au club, ça ne correspondait ni à l'ADN du club, ni à ce qui est vraiment l'identité de l'AS Saint-Étienne, et ni non plus à ce que souhaitent les joueurs aujourd'hui. On n'est plus dans une relation entraîneur-entraîné avec des donneurs d'ordre et des simples exécutants. Ouais. Hugo, dans le chat, à la question qu'est-ce qui a manqué à l'équipe, j'ai l'impression que ce qui ressort un peu de chez Patrick et Hervé, c'est plutôt le mental, le manque d'investissement, le manque d'engagement qui est retenu. Dans le chat, qu'est-ce qui ressort? Ouais, plutôt pareil, hein, pour Céline, elle parle de passes mal assurées, de duels perdus, d'un manque de fluidité.
Kevin dit que le milieu de terrain a été zéro et Nkunku très limite. L'équipe a manqué d'envie aussi. Pour Leïla, il a clairement manqué aux joueurs d'être concernés par le match. Mais en tout cas, pour le chat, Rodez était vraiment au-dessus et point. Le terrain ne peut pas être une excuse. Ok. Bon, et ben écoutez, on va continuer à vous solliciter le chat parce qu'on va passer un petit peu plus à des points de vue sur des joueurs individuellement. On va faire les tops et les flops de cette rencontre et on va commencer par les tops. Allez, essayons de trouver le positif de ce qui s'est passé samedi. Donc je vais vous demander dans le chat de me sortir les 3 joueurs ou les 3 concepts ou ce que vous voulez, vos 3 tops. Ça peut être les supporters qui ont encore mis une très belle ambiance à l'extérieur. Ce que vous voulez, les 3 tops de ce match. Et je vais me retourner vers toi, mon cher Hervé l'optimiste. Qu'est-ce que tu retiens de positif ? Alors, je ne vais pas faire comme tu l'as dit, on peut mettre un peu les concepts dans nos tops. Moi, je vais mettre un petit peu Apia et Cafaro, en tout cas le couloir droit, qui sur la deuxième mi-temps a été le moins pire. L'avant-dernière passe de Cafaro sur le but, c'est-à-dire la passe en profondeur pour Chambaud, c'est voilà, là pour le coup, il y a une vraie maîtrise technique, il y a une vraie vista, il y a un vrai geste réussi. Et je trouve qu'avec Apia, c'est les deux qui, sur leur couloir droit, ont le moins démérité. Ouais. Et après, une fois n'est pas coutume, je vais quand même mettre un joueur adverse, moi qui m'a énormément plu, c'est le milieu offensif Rajo. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, c'est un milieu de terrain vraiment petit format avec la longue chevelure. Et lui qui, voilà, en métronome du jeu ruténois, a toujours le geste juste, a toujours la vista. Donne vraiment le tempo, arrive à accélérer quand il faut, à calmer quand il faut, à jouer à une touche, à dribbler, un bon ratisseur de ballon, un peu un 10 à l'ancienne. Et lui, j'ai vraiment adoré le match qu'il a fait face au Vert, donc je le mets dans mes tops. Et, le joueur qui nous a manqué au milieu de terrain, nous, de notre côté, quoi. Ouais. Et qui nous manque depuis très très longtemps, quoi. Et puis bon, les supporters, j'en parle même pas tellement on est habitué, quoi. Avant de demander l'avis de Patrick, c'est assez intéressant que tu parles de Cafaro parce que avant l'émission, pour la préparer, je regardais un petit peu tous mes slides et j'ai vu que en général, dans les notes des supporters et dans les notes que nous, les chroniqueurs du SNC, on donne, ça se tient à peu près à 1 point près en moyenne. Et Cafaro, les supporters ont mis une moyenne de 7 et nous, on a mis une moyenne de 4. Et j'ai été assez surpris par cet écart. Moi, j'aurais plutôt mis effectivement un 3 ou un 4. Mais ok, effectivement, si on retient sa belle passe sur le but, ça peut faire monter la note. Ouais, puis dans l'activité sur la deuxième mi-temps, vraiment, il a été là où on ne l'attend pas forcément. Lui, il a été un petit peu à l'envie. Il rendait quelques kilos et quelques centimètres en plus aux adversaires directs qu'il avait, puisqu'il y a quelques bons gaillards du côté de Rodez. Nourri à la Ligo, ça se voit. Mais donc, ouais, Cafaro, pas si dégueu que ça. Ok. Patrick, toi, t'es top. Qu'est-ce que tu retiendrais ? D'être revenu une énième fois au score dans une rencontre dans cette deuxième partie de saison, parce que ça n'a pas toujours été le cas, surtout dans la première partie de saison. C'est vrai, ça mine de rien, c'est important. Après, il a longtemps été fustigé, mais Petro rend des précieux services à un poste qui était sur ce coup-là pas forcément le sien ou comme il le souhaitait. Mais en tout cas, ces dernières semaines, il a été un élément solide de l'équipe. Et puis après... c'est vrai qu'il a été assez solide contre Rodez. Ouais, mais même il y a un match où il a été un peu moins bien sur la phase retour, mais il a toujours été, au moins dans l'investissement, toujours aussi précieux. Et puis après, voilà. Sincèrement, voilà, c'est une saison où on se dit, voilà, il faut quand même qu'on pioche loin pour trouver des points positifs. Le point positif, c'est qu'on va rester en Ligue 2, mais le point négatif, c'est qu'on va rester aussi en Ligue 2, parce que ce club se doit d'être en Ligue 1. Et puis après, on peut discuter, on peut philosopher. Mais je reste encore une fois sur ma fin, parce que
parce qu'il s'agit de préparer idéalement aussi la saison prochaine. Bien sûr. Il y a 4 équipes qui font descendre. Il faut conserver cette dynamique hyper positive parce qu'elle l'a été sur la phase retour. Il faut la perpétuer jusqu'au dernier match pour arriver à créer quelque chose. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui vont encore évoluer. On ne sait pas, les actionnaires, pas les actionnaires, l'entraîneur, le staff, la direction, on ne sait pas tout ça. Mais à un moment donné, garder un esprit positif, préparer idéalement la nouvelle saison avec des matchs de préparation avec des victoires. Je rappelle que les dernières saisons, on a toujours eu des préparations très difficiles. On dit que ça va venir en match et c'est pas venu. Que ça soit avec Laurent Batles ou que ça soit aussi avec Claude Puel. Donc, il va falloir l'année prochaine être dans le bon wagon dès l'entrée. Ouais. Parce que je rappelle quand même une vieille sagesse. Tout le bois qui est mis au taux avant l'hiver te permet de passer mieux le printemps et l'été, quoi. Tout à fait. Ou le Blé au grenier ne craint pas la gelée. Ouais. Joli. Où j'allais enchaîner avec un lièvre et la tortue. Mieux vaut partir à point que courir vite, mais j'ai plus la phrase exacte en tête. Donc, Non, mais sincèrement, je vous le dis, je vois quand je m'expose, quand j'écris, quand je parle, quand je dis quelque chose, que j'ai été nul tactiquement, que j'ai été nul techniquement, il n'y a pas de souci. Sauf que autant j'ai appris par procuration à savoir que c'était au niveau en Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, la CAN, la Copa, tout ce que j'ai commenté, tout ce que j'ai le droit de faire en tant que consultant. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que j'ai fait 3 montées de D2 en D1 et je sais à peu près comment ça marche. Donc à un moment donné, il y a quelque chose de différent après au niveau technique et tactique et au niveau physique en Ligue 1. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à franchir le cap. Mais par contre, ce championnat de Ligue 2, je le connais sur le bout des doigts. Et à un moment donné, il va falloir trouver aussi des joueurs qui sont capables de s'adapter à ce championnat particulier, ce championnat singulier, pour espérer l'année prochaine, avec 4 descentes supplémentaires qui arrivent, 4 pensionnaires de Ligue 1 qui vont arriver, qui vont corser aussi le championnat la saison prochaine, pour absolument remonter la saison prochaine. Ouais. Oui, bah c'est le projet, évidemment. Je réponds juste à Boneless dans le chat qui demande où est passé Briançon. Il est blessé. Il devrait être de retour dans pas trop longtemps, mais il est blessé. Hugo, pour les tops, on avait demandé les tops du match. Qu'est-ce qui ressort ? Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. L'Arseneur, c'est unanime, top. On parle aussi d'Apia et de Petro. Concernant Cafaro, par contre, le chat est plus mitigé, ça diverge. Mais voilà. Et diverge, c'est énorme, comme dirait l'autre. C'est vrai que, mine de rien, Apia et Petro, c'est un peu la stabilité qu'on a trouvée sur cette ligne défensive, donc c'est pas plus mal. On va passer au flop. Justement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui donnaient leur flop dans le chat. On va commencer par aller voir. Et vous pouvez continuer à mettre vos flops dans le chat. Hugo ? Ouais, pardon. Pas de souci. J'ai pas tout lu pour le moment encore, Ok. mais ouais, on parle de Crasso au niveau match inadmissible pour Patrice, Bouchouari qui a tout raté, Fomba aussi. On parle surtout du milieu en fait. Après, on parle d'Nkunku aussi, où ça fait 2 matchs qu'il est un peu en dessous. Manque d'intensité, mais voilà, Bouchouari, Cafaro, surtout le milieu en fait, et aussi Bamba. Ok. Eh bien, je vais me tourner vers vous maintenant, messieurs. Patrick, toi, sur les flops, en termes individuels, tu mettrais qui ? Alors, c'est un flop parce qu'on l'a vu bon et on l'a vu présent dans l'intensité et dans ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe, c'est Mouefek. Ok. Alors il revenait, il joue pas de façon régulière, il est à nouveau blessé, il revient. Donc je vais lui accorder aussi le fait que autour de lui, on lui a pas rendu la tâche facile non plus. Il est capable à 22 ans d'avoir certainement une meilleure assise, mais autour de lui, sincèrement, il avait beaucoup de situations d'infériorité numérique à gérer. Ouais. Ensuite, le flop pour moi, c'est l'investissement. Alors, j'aime pas le mot envie. Je sais pas s'il y a un débat qui va être fait sur ça ou non. On en parle souvent de l'envie, effectivement, Non, mais c'est difficile à quantifier, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que j'associe absolument pas le mot envie au football.
Ouais. que quelqu'un qui est déménageur et qui, à 6 heures du matin, après avoir fait 8 heures de route, doit déménager un piano et qu'il n'ait pas envie de le faire, ça, c'est respectable. On travaille à la chaîne et qu'à un moment donné, à force de faire systématiquement la même chose, qu'on n'ait pas envie, ça, j'arrive à le comprendre. Mais qu'on associe l'envie par essence au mot football, qui est le plaisir du jeu, ça, j'arrive pas à le comprendre. Je pense que ce terme d'envie et de l'associer avec le football est une grosse erreur. Et donc, du coup, je parle éventuellement D'investissement. de manque d'investissement, de manque d'implication, voilà, de manque de constance. Et donc, du coup, on a. Et c'est ça qui rend aussi la tâche complexe des staffs techniques, c'est qu'il y a un manque conséquent de constance. C'est-à-dire que tu peux préparer quasiment de la même façon ta séance ou tes séances d'entraînement. Tu peux avoir avec les points forts, les points faibles de l'adversaire, les qualités, les défauts de l'adversaire, une préparation vidéo très pointue, mais tu sais jamais comment ton groupe va réagir. Et c'est ça qui est très frustrant pour les staffs techniques, c'est qu'aujourd'hui, ça passe pas, ça passe pas, et puis il y aura la semaine prochaine. Et il n'y a aucune remise en question. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant à la communication externe. C'est pour ça que je suis cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Et donc, du coup, tu as des matchs insipides, tu as des matchs transparents. Et puis, on va te dire, mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on se soit maintenu. Et puis tout va très bien. Non, le degré d'exigence pour le sport professionnel ne correspond pas à avoir envie ou pas avoir envie. C'est juste d'avoir l'implication professionnelle nécessaire. Oui, il y a beaucoup de choses qui découlent de cette implication. Effectivement, on parlait tout à l'heure des errances techniques, tout ça. Effectivement, si t'es pas à 100% dans ton match. Et c'est pour ça que je disais, il faut être beaucoup plus intransigeant sur. On va parler du terrain, on va parler de la répétition des matchs, on va parler des déplacements et connaître 2 matchs. Non, ça va être l'alibi pour les joueurs pour se servir, pour dire, ben voilà, si le coach en plus est de notre avis et qu'il voit la même chose que nous, pourquoi on va te bouger le cul sur le terrain? Et donc, voilà. Et quand on faisait des matchs comme ça, et Dieu sait que même si on s'est après rabiboché avec Frédéric Antonetti, mais après ce genre de match-là, Frédéric Antonetti dans le vestiaire demandait à chaque joueur d'évaluer sa propre performance. Et ça, et il y a vraiment un décalage entre ce que les joueurs peuvent éventuellement penser de leur match et comment le staff voit leur match. C'est intéressant ça pédagogiquement en vrai. Oui, non, mais c'est ce qu'il faisait. Et derrière, quand on prenait ou quand on faisait des matchs comme ça, parce que ça nous est arrivé aussi, hein, on n'a pas non plus été les Real Madrid tous les week-ends, c'est qu'à un moment donné, il avait même 15 jours ou 3 semaines, peut-être 2 mois après, demandé combien jouent leur match au niveau de 5. Vous voyez, juste 5. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui disaient peut-être 2, 3, je pense que je vois 6, voilà. Et à un moment donné, quand il arrivait et qu'il disait dans le vestiaire, pour moi, il n'y en a que 3 qui méritent la note de 5, bah, tout le monde se regarde dans le faïence en pensant éventuellement que ça soit lui. Mais voilà, aujourd'hui, il faut le mettre aussi en perspective avec le niveau du joueur et ce qu'il a été capable de démontrer. Vous voyez, un Jean-Philippe Pratto, on va forcément le voir différemment par rapport aux prestations abouties qu'il nous a montrées. Et donc forcément, quand il montre ce qu'il est capable de faire sur certains matchs, eh bien, le niveau d'attente est aussi plus conséquent. Et à un moment donné, par rapport à ce qu'il a démontré du côté d'Ajaccio ou certains matchs à l'AS Saint-Etienne, il a pas le droit ces dernières semaines de montrer certains matchs et d'avoir ce delta aussi conséquent. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre ce que je veux dire. Si, et donc, ensuite, additionner les uns aux autres, c'est ce qui va permettre de progresser dans un premier temps individuellement et surtout collectivement. Il faut enlever quelquefois nos attentes du classement ou du résultat point, même si c'est un sport qui demande des résultats. Dans l'analyse générale, il faut voir sur une saison quels sont les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont progressé individuellement depuis que Laurent Batles est là, comment l'équipe a progressé collectivement depuis que Laurent Batles,
pour pouvoir analyser sereinement la situation, pour dire voilà, on va progresser sur ça, voilà ce qu'on va rechercher comme recrutement, voilà ce qu'on va chercher, mais pas se dire on va terminer 3e sur la phase retour et c'est ce qui va nous donner le vent dans les voiles la saison prochaine. Ouais. Après, il y Hervé, a quand même un petit truc par rapport au match là, avant de revenir sur les flops, mais à l'instant T, Rodez est quand même sur une série impressionnante et c'est loin d'être l'adversaire le plus mauvais qu'on a joué, malgré tout, quoi. Hervé, putain, c'est un truc, c'est là pourquoi il y a une différence entre ce que j'écris et la perception qu'il peut y avoir de l'extérieur. Je ne suis absolument pas aigri, il faut que je me justifie à chaque fois, je ne suis pas à un moment donné en colère après l'AS Saint-Étienne. Non, c'est à un moment donné, c'est l'AS Saint-Étienne par rapport à Rodez. Oui, mais Donc, j'entends bien, je suis d'accord avec toi. Tu peux me dire qu'il y a une série d'invincibilité, qu'ils ont écrasé à l'extérieur Annecy et qu'ils sont en pleine confiance. Mais tu es l'AS Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce public qui vient, c'est grâce à ceux de 76. L'amour qui est et la passion qui est autour de ce club, c'est l'histoire de ce club. Et donc, à un moment donné, ce statut, tu dois l'assumer quand tu viens sur la pelouse. Porter le maillot de la Saint-Étienne, ça implique beaucoup de choses et ne pas penser qu'en ne faisant pas d'efforts, parce que tu t'appelles l'AS Saint-Étienne, tu vas le gagner avec de la suffisance. Aujourd'hui, un club comme Saint-Étienne doit s'imposer à l'extérieur face à une équipe de Rodez et il n'y a absolument rien à redire. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est super sur sa dynamique, sauf que tu as eu 3 matchs. Et tu n'as pas gagné. Un des 3, tu as gagné. Oui. Voilà. Et on peut dire qu'ils ont une bonne dynamique, et nous, on n'était pas dans une bonne dynamique. On a perdu une fois contre Metz, et donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une bonne dynamique. Il faut analyser les choses factuellement, pas par la communication externe qui est en disant c'est une équipe, parce que tout ça est préparé en conférence d'avant-match. C'est-à-dire que quand tu écoutes bien, parce que les Pitels, à force depuis 20 ans consultant, les conférences d'avant-match et les conférences de post-match, je peux te raconter sur le bout des doigts quelle est la finalité, qu'est-ce qui est recherché. Donc aujourd'hui, quand je dis à un moment donné certaines choses, que c'est un brin de provocation, qu'on a mieux terminé, la rencontre contre Rodez parce qu'on a eu 4 heures de récupération en plus et que Rodez s'est déplacé à Annecy, c'est parce que dans la préparation d'avant-match, on nous dit on a eu 2 matchs après, c'est pour ça qu'on a eu 2 jours au moins de préparation par rapport à Metz et c'est pour ça qu'on a perdu. Non, c'est pas pour ça que tu as perdu. Parce qu'aujourd'hui, si tu aspires au très très haut niveau, ils jouent 70 matchs par an et ils doivent être présents. Alors, ce n'est pas les mêmes effectifs, ce n'est pas la même qualité, il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter de chercher des excuses pour conditionner ou pour préparer des contre-performances, pour désamorcer les contre-performances et la pression qu'il peut y avoir avec. Et c'est pour ça que j'ai comparé volontairement cette fois-ci Laurent Battès au Duc de Savoie et au manager général Castré. C'est qu'à un moment donné, ce sont exactement les mêmes tels. Et donc, du coup, ça conditionne le public et que ça prépare éventuellement à expliquer une certaine contre-performance. Et c'est là où c'est faux. C'est là où ils ouvrent le parapluie, quoi, en fait. Non, mais c'est même plus le parapluie, hein, c'est des parasols. Hein. Oui, c'est des parasols. Tu as l'impression que tu es sur la French Riviera et que tu veux surtout pas prendre le soleil, quoi. C'est vrai que ça, c'est clairement un point commun qu'il y a eu entre les 3 derniers coachs, effectivement, c'est de faire des conférences de presse où on prépare les excuses d'après-match. Ça, c'est un peu terrible, on va tous s'accorder là-dessus. Voilà, sincèrement, j'ai eu la chance ce week-end et c'est pas parce que il y avait vous savez qu'il y a quelques matchs que je commente sur place et des matchs que je commente en cabine. Donc du coup, j'ai vu l'entraîneur de Lorient, on a discuté pendant longtemps et je lui ai dit mais ce qui est plaisant avant, pendant et après tes matchs, Régis. Alors je le connaissais de Rennes, hein, on avait joué, lui était au centre de formation, moi je jouais à Rennes à l'époque. Il dit ça parle ballon. À un moment donné, il faut qu'on parle ballon tactique, voilà, séance, mais arrêtez avec ces alibis qui vont donner du grain à moudre aux joueurs si jamais ils sont pas bons. Hervé, on passe à tes flops. Les flops, franchement, Nkunku, alors peut-être effectivement parce que le regard sur lui maintenant est biaisé et parce qu'il a montré tellement de bonnes choses qu'on est déçu dès qu'il est un petit peu moins bien. Crasso pour exactement les mêmes raisons. Ouais. Et pour pas mettre
Bouchoirie, pour moi, le flop, même si lui s'est beaucoup fait crépir à un certain moment, je dirais l'absence de Wadji, qui a vraiment manqué dans la prise de profondeur. Et puis lui, c'est quelqu'un, pour le coup, qui, peu importe l'adversaire, peu importe le score, peu importe justement ce que vient d'expliquer Patrick, c'est quelqu'un, je trouve, qui, dès qu'il fout les pelouses de Ligue 2, montre vraiment beaucoup d'abnégation et a envie d'aller gagner les matchs, quelles que soient les situations et l'adversité qui s'offre à lui. Donc, son absence, pour moi, c'est pas vraiment un flop, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a manqué. Ça a porté préjudice, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est marrant parce que moi, si on m'avait dit il y a encore quelques matchs que Wadji manquerait, et j'ai ressenti exactement la même chose. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Mais vous voyez comment ça a été conditionné en amont. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on a manqué de profondeur avec Wadji, et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas aussi bien joué à Rodez. Ça veut dire que la marge, elle n'est pas conséquente. C'est-à-dire que dans le projet, oui, mais ça, Patrick, le fait qu'on n'ait pas de marge, ça on le sait depuis un petit moment. Le fait qu'on n'ait pas de marge, on l'a vu. Briançon, son absence conjuguée à celle de Apia la semaine passée, on savait très bien que la défense, ça allait être fait de briques et de broc. Là, derrière Wadji, pour permettre à Crasso de reculer un petit peu, d'animer un petit peu, de venir participer au jeu, alors avec plus ou moins de réussite ces derniers temps. Mais ça t'oblige, l'absence de Wadji, de mettre Bamba sur le terrain à un poste qui, pour moi, n'est absolument pas le sien. Donc on sait qu'on n'a pas de marge. Il est plus fait pour provoquer sur un côté que pour prendre la profondeur. Il n'y a qu'au milieu de terrain où, voilà, Bouchoirie, Moefek, Lobry, Monconduit quand il est là, Mouton à un certain moment dans la saison, Fomba. Mais après, on sait très bien que derrière, devant, on a zéro marge. Ça, on le sait, quoi. Ouais. Tu as évoqué le cas Louis Mouton, juste pour information, on a eu les résultats de ses examens. Il est indisponible pour 4 semaines, me semble-t-il. Voilà. Pour la petite précision. Donc, tu voulais rajouter quelque chose, Patrick ? Ouais, donc là, on parle, si j'écoute bien, un seul être vous manque et vous êtes dépeuplé. Et donc là, on va parler d'équilibre de l'effectif. C'est-à-dire que... Ça, oui. C'est-à-dire que si te manque Briançon, tu peux pas mettre Pavlovic, tu peux pas mettre Giraudon que tu as recruté les deux, et qu'à un moment donné, on ne pose pas les bonnes questions. Je suis désolé. Et à un moment donné, dans les questions, c'est pas forcément aussi de regarder uniquement ceux qui ont été recrutés, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire qu'en Ligue 2, au niveau de ta formation, non plus pas les joueurs qui sont capables de te rendre un service sur 1 ou 2 matchs si jamais il te manque quelqu'un en pro. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es obligé de bricoler. Et ça, on est d'accord, oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Hervé, il dit ils sont obligés de bricoler. Ok, je partage le même avis. Mais structurellement, c'est là où il faut se poser les questions. Il ne faut pas se poser les questions parce que il ne faut pas se poser les questions parce que tu bricoles. Il faut se poser les questions, pourquoi tu es obligé de bricoler ? Messieurs, je vous propose qu'on passe à la chronique de Hervé. L'amour est dans le pré. Alors attention, je vais sur le bon endroit. J'ai mis la petite photo de Patrick et toi sur le côté. Je lance ton jingle et ce sera à toi. Hervé. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. C'est à toi, mon cher Hervé. Ah, l'amour est dans le pré. Alors, l'amour était dans le pré de Stade Paul Lignon, dans le pré Aveyronais. Moi qui suis le local de l'étape, je me suis délecté de ce match-là. Moi, le 1er mai, autant vous le dire, les gars, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc. Un truc qui est venu des États-Unis sur fond de revendications sociales et qui a vu le jour en France du côté de Vichy dans les années 40. Ouais, bof, pas trop mon délire, comme je vous disais. Pour moi qui suis issu d'un monde agricole et de l'hôtellerie-restauration, vous doutez bien que ça me parle pas franchement. Mais bon, quand on m'a dit en même temps que j'allais faire le SNC ce soir avec un chevelu qui a de tatoué sur le torse le portrait d'un certain Jean-Luc M, et qu'en plus, il allait falloir que je me farcisse le Dutcher Football Specialist, je me suis dit, bon, ok, revendication, Allemagne, tout ça, bon, j'ai pas trop le choix. Faisons honneur donc au 1er mai. Le 1er mai, donc la fête du travail,
fête du travail, mais c'est un jour chômé où personne ne travaille. Ok, ça c'est un concept sympa. À la base, c'est pour fêter le passage aux 8 heures de travail par jour. 8 heures de travail, je pense que depuis 2 semaines, c'est à peu près le total que les joueurs et le staff ont mis à bosser. Heureusement que ce match, moi, m'a coûté que 50 km pour aller au stade et pas les 600 allers-retours que je fais habituellement pour aller au Chaudron. 1er mai, jour chômé, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit message personnel à Romain. Patrick, Hugo, Keun et moi-même, ce soir, exceptionnellement, nous ne facturerons rien ni à Romain, ni au SNC. Donc le 1er mai, on le redit, fête du travail. Les joueurs, ils ont bien compris le concept du jour chômé et de la fête du travail, puisque depuis 2 matchs, voire un petit peu plus, on peut être d'accord pour dire qu'ils en branlent plus une, désolé pour l'expression. Ils ont bien compris le concept de la revendication. J'aimerais prolonger, mais à certaines conditions. J'aimerais rallonger mon contrat, mais sous certaines conditions et certains salaires. Voire même, j'aimerais une grosse promotion, ou alors je vais voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Le 1er mai, on reste à la maison, on fait un petit peu la gueule. On n'a pas trop envie d'aller bosser, donc on y va, mais à reculons. On est un petit peu dans cette démarche-là. Du côté de nos 2 présidents, jour chômé, on aurait préféré qu'ils s'y mettent un petit peu. Ils nous ont parlé de la revente il y a quelques jours. Et puis finalement, je pense que ça va être le 123e épisode de la série Club à vendre, recherche futur propriétaire ou futur mécène. J'ai pas l'impression que ça va trop bouger. Alors les gars, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ça serait bien que pour une fois, les gars de Saint-Étienne fassent ce qui plaît au peuple vert, à savoir sortir un petit peu les coronets sur le terrain, aborder les matchs sans regarder ce qu'a très bien dit Patrick tout à l'heure, quel est le contexte, quelle est la préparation, quel est un petit peu l'adversaire qui se présente à nous. Les gars, faites ce que nous, on veut pour cette fin de saison. Mouillez le maillot, soyez fiers de porter ce maillot. Faites-nous vibrer et surtout, respectez-vous un petit peu plus parce qu'au vu de ce qu'on voit depuis quelques matchs, allez, les 2 derniers, on va dire, honnêtement, le regard du matin dans la glace, j'espère que ça vous pique un petit peu les yeux, à défaut, de nous piquer les fesses. Donc, s'il vous plaît, les Verts, encore une fois, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mais s'il te plaît, fais ce qu'il faut pour rendre heureux les supporters des Verts. Et merci Hervé que je trouve un petit peu agacé et un petit peu piquant, ça te ressemble pas. Je sens qu'il y a un peu de frustration qui est montée ces 2 dernières semaines là. Surtout là, local de l'étape, il y avait tout un week-end, d'ailleurs j'embrasse tout le gang des Binous et notamment les 10 qui ont fait le déplacement jusque sur mes terres aveyronaises, jusque sur mon Aubrac natal. Et honnêtement, allez, 36 heures qu'on a passées ensemble, il y a 90 minutes en fait qu'on a en travers de la gorge. Ouais. Je parle même pas de la coupetta du gros Lulu, mais vraiment voilà, ça a été dommage en fait, ça a été très décevant, très frustrant de voir ce match-là, tellement tout le week-end était au top pour nous, donc ouais, un peu agacé. Donc, voilà. C'est au moins ça de prix. Alors, si les supporters peuvent rester soudés. Ouais, Patrick. Ouais, mais comme ils ont fait beaucoup la fête et que ça a été arrosé, je trouvais Hervé un peu le Schtroumpf grognon. C'est peut-être le Schtroumpf vert, et forcément, par rapport à ce qu'il a bu, c'est certainement la jaunisse. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça, oui. Est-ce que vis-à-vis de ta chronique, mon cher Hervé, et je vous pose aussi la question dans le chat, est-ce que vous avez un petit peu peur que la fin de saison soit en roue libre ? Est-ce que là, le manque d'investissement dont on parle depuis le début de l'émission, qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, est-ce que vous pensez que ce n'est qu'une passade et que ça va aller mieux, qu'on va avoir un sursaut d'orgueil ? Ou est-ce que vous avez peur d'une fin de saison un petit peu en mode, le maintien c'est fait ou presque ? On va pas trop se casser les orteils. Pour l'instant, sur les 2 derniers matchs, ce qui fait peur, effectivement, c'est que ça finisse en roue libre. Ce qui fait peur aussi, c'est que là, comme l'a dit Patrick, on nous vend déjà que à domicile, il va falloir faire mieux pour les supporters, etc., etc. Bon, le dernier match à domicile, c'était 33 000 personnes et du coup, ça n'a pas servi à grand chose. Donc alors, ouais, un petit peu cette inquiétude là, et puis des joueurs qui ont un petit peu la tête ailleurs et
Donc ça peut Il y a tourner un risque, vinaigre. quoi. Après, bon, ce qui est rassurant entre guillemets, même si peut-être Patrick va pas être d'accord encore une fois, mais c'est qu'on a réussi à ne pas perdre 2 matchs d'affilée. On a réussi. Alors, ok, c'était que Rodez et on aurait dû faire mieux, mais bon voilà, on sortait sur 10 matchs sans défaite. Peut-être que psychologiquement, les joueurs, cette barrière inconsciemment des 10 matchs sans défaite, est-ce qu'il y a un petit peu de relâchement, de décompression? C'est possible aussi, mais j'espère que ça va vite s'arrêter. Ça s'est arrêté dans le résultat face à Metz. J'ai envie de dire plus que dans la manière. Ça continue de s'arrêter dans la manière face à Rodez. Donc, il faut remettre un petit coup là pour finir sereinement et faire plaisir aux gens, quoi. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut regarder le calendrier des 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, on a 3 à domicile. La plupart du temps, les supporters ont été plus que sevrés ces dernières années. Donc, ils reviennent en nombre pour tout un tas de raisons et surtout pour la superbe ambiance que sont capables de mettre et les ultras et les copes et ensuite le stade en général. Donc, face à Guingamp, il y aura un public assez nombreux. C'est à 19h. Les gens vont faire, même si c'est un week-end prolongé, vont faire aussi quelques kilomètres pour venir voir l'AS Saint-Étienne et rester plusieurs jours pour éventuellement faire des photos et des autographes le lendemain lors du décrassage. Donc, quand on dit ou quand j'écris qu'on a la curieuse impression qu'ils vont choisir leur match, le match de Guingamp, normalement, ça ne devrait pas être un flop. Ça devrait être un gros match parce qu'ils vont réussir à se transcender, ils vont réussir à grimper au rideau. Guingamp ne joue plus grand-chose. On se rend compte que les matchs sont difficiles quand les équipes en face ont encore quelque chose à jouer. PFC n'avait plus rien à jouer, Grenoble n'avait plus rien à jouer, Metz avait encore quelque chose à jouer. Bing, tu as un match moyen, tu perds, Rodez, ils ont encore quelque chose à jouer, donc ça devient encore un peu plus compliqué. Donc, il va y avoir la fête à Geoffroy Guichard sur les derniers matchs à domicile. Donc, l'équipe devrait à nouveau trouver un bon rythme de croisière. Moi, je l'attends plus sur le match à Laval. Ça va être assez révélateur de cette fin de saison. Et après, Caen, Valenciennes, ce sont les anciens pensionnaires de Ligue 1. Donc, ça va être des matchs de gala. Le retour de Jérémy Janot sur le dernier match à Valenciennes. Donc voilà, c'est pas voilà, cette équipe est tellement inconstante sur l'année, pas que sur la phase retour, mais sur l'année, que quand je dis qu'ils vont choisir leur match, ils vont choisir leur match. Et ça, j'en suis sûr et certain. Allez, on se lance le petit jingle prochain match et puis on va parler du prochain match contre Guingamp. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, avant qu'on passe au prochain match contre Guingamp, quand même, Hugo, dans le chat, qu'est-ce qui se disait un petit peu sur cette fin de saison? Est-ce qu'on a peur de la roue libre dans le chat? Ouais, pour la plupart des viewers, ça sent la roue libre, ouais. David dit que même Batles est en roue libre et qu'il est content du point pris contre Rodez. Albert pense qu'on peut redouter une fin de saison en roue libre, sauf si justement Batles prend des décisions un peu plus fortes envers des titulaires qui doivent être remis en cause. Ok, ouais, donc peut-être faire un petit peu tourner. Et bien justement, messieurs, je vais afficher le 11 titulaire qui était titulaire contre Rodez. Le prochain match, c'est donc contre Guingamp à 19h ce samedi. Qu'est-ce que vous changeriez à la composition de départ par rapport au dernier match? Patrick, qu'est-ce que tu changerais dans cette compo? Dans la compo, on va voir les retours des blessés, on va voir ce qui va être capable d'être mis en place cette semaine. Je vous fais la prochaine conférence de presse. Attention à cette équipe de Guingamp. Elle a été capable de gagner à Bordeaux. Elle a été capable de gagner 6-3 à Metz en cette saison. Donc, il va falloir se méfier. C'est une équipe très expérimentée. Voilà. Mais aujourd'hui, si tu as 30 000 au stade, tu recommences à jouer la première période. C'est pas les joueurs, c'est pas la compo. Oui, c'est évidemment plus une question d'état d'esprit, c'est clair. Non, c'est l'approche. C'est vraiment l'approche. Arrêtez, encore une fois, de dire que la saison a été longue, qu'elle est éprouvante psychologiquement. Voilà. Aujourd'hui, il y a par exemple au Bayern un travail sur
sur ce que peut avoir comme impact quand un staff induit des circonstances négatives. Et l'impact que ça peut avoir, c'est un gros travail de neurologie qu'il y a avec l'impact de Munich et avec le professeur Broich et tout ça. Et qu'à un moment donné, systématiquement, tu cherches de dire il y a de la fatigue, il y a de l'attitude mentale, c'est très compliqué par rapport à cette situation, et bien tu vas avoir des joueurs qui vont être fatigués mentalement. Si au contraire, dans toute cette semaine, tu vas approcher en disant le premier quart d'heure, on va leur mettre le feu, on va jouer dans leur camp, on va se battre sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, on va jouer haut, on va pas les faire respirer. Dès que vous avez une situation, vous la mettez devant le but, vous vous projetez à plusieurs, et que cette équipe de Guingamp se dit tiens, mais on va pas, où c'est qu'on va se faire, comment on va se faire bouffer aujourd'hui, et tu auras forcément en plus le public qui va tout de suite t'accompagner. Et si tu mets en place en disant ben voilà, on va y arriver, tu mets un faux rythme et tout ça, ben tu risques de te faire punir en contre. Donc c'est pas la compo, c'est pas le schéma tactique. Là on parle plus si on joue à 3 ou à 5 derrière, les pistons, une concours, un truc comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire dans l'approche psychologique de ton match, qu'est-ce que tu veux faire de ce match face à Guingamp. C'est tout. Oui, bah, commencer comme mine de rien, on avait commencé les 20 premières secondes contre Rodez où il y a une occasion très 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 rapidement, mais où derrière ça, il n'y a rien eu malheureusement pendant 45 minutes, je crois qu'on peut le dire. Ouais, alors tu as raison d'inciter, moi j'avais dit un quart d'heure, 20 minutes. Si on peut le faire aussi sur les 80 minutes et 40 secondes restantes, on est tous preneurs aussi. Hein. C'est un truc, j'ai l'habitude quand même si j'ai vu le match samedi, de remater le petit résumé que met sur YouTube Bean juste avant l'émission pour me remettre quelques images en tête. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le résumé. Le résumé du match, ils ont mis le coup d'envoi, et ensuite ils ont mis la mi-temps, et ensuite... En fait, tout le résumé concerne la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, ils ont mis aucune action à part le coup d'envoi et cette première frappe de Crasso. Hervé, toi, sur la compo de départ contre Guingamp, est-ce que t'aurais des envies un petit peu différentes ? Moi, j'aurais envie de voir Wadji à la place de Bamba. Normalement, d'après le staff, il devrait être de retour. Donc voilà, moi, je remets Wadji direct. Voilà, Crasso, Wadji devant. Après, de toute façon, comme on l'a dit, on a tellement peu de marge avec des blessures, etc., qu'on va pas avoir trop le choix. Il y a Lobry qui va peut-être trouver une place au milieu de terrain. Donc à la place de Mouefek ou de Bouchouari. C'est vrai que Bouchouari, là, il est pas hyper en valeur en ce moment. Bouchouari, voilà, il est pas en canne. Mouefek, comme on l'a dit aussi, revient de blessure. Donc, il faut qu'il retrouve le rythme de la compétition et que lui, jouer à Geoffroy Guichard, je pense que c'est un des joueurs qui, justement, va démarrer le match dans de très, très bonnes conditions pour aller chercher, justement, l'appui du public. Donc, ouais, je sortirai Bouchouari pour Lobry. Fomba va être suspendu sur le match de Laval, donc autant qu'il reste là, qui donne le max. Et puis après, de toute façon, même s'il y a des joueurs que je voudrais voir un petit peu sur le banc, on n'a pas de possibilité de les changer. Donc voilà, mis à part ces deux changements-là, la marge de manœuvre anormalement est très réduite, quoi. Ouais. En termes de pronostics, et je vous demande à vous aussi, les amis, parce qu'on va arriver tout doucement à la fin de cette émission, dans le chat, quel serait votre pronostic pour cette rencontre contre Guingamp ? Et Hervé, je reste avec toi. Combien tu dis ? Moi, je dis que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a souhaité de nos voeux va se passer. Un match que les Verts vont arriver à emballer dès le début, parce que peut-être effectivement ils choisissent leur match et que les matchs à domicile vont être les matchs choisis pour emballer tout ça. Donc un 2-0 propre, net, sans bavure. 2-0 propre, net, sans bavure, avec une masterclass de Gauthier Larsonneur, je prends. Patrick, si tu sors ta boule de cristal, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut d'abord que je la frotte. Ouais. Et derrière, je serais même un petit peu plus optimiste avec une victoire par 3 buts d'écart. Oh, alors est-ce qu'on a des buteurs à se mettre sous la dent ? Wadji forcément. On verra forcément en fonction de la compo. Il y a Crasso et puis un but inscrit à l'extérieur de la surface.
Oh, bah alors du coup ça veut dire qu'Afaro sera là. Ou Mouefek, c'est vrai qu'il a une bonne frappe de mule. C'est vrai qu'on attend un petit peu qu'il nous le mette, ce but des 30 mètres. Hugo, dans le chat, c'est quoi qui ressort comme prono? Le chat pense à une victoire plutôt. Il y a Albert qui dit 2-0 sur un but de Crasso, un but de Wadji. Pareil pour Kae. Leïla parle d'une victoire 2-1, but de Wadji et de So. Joss dit 3-1. Kevin 3-1 avec Crasso, Wadji, Lobry. Spirit 2-0. Donc ouais, plutôt, le chat est plutôt confiant. Ok, donc le chat est optimiste. Et ben on va souhaiter que cet optimisme se concrétise la semaine prochaine. Enfin, ce samedi, et on débriefera ça la semaine prochaine, lundi prochain. Merci, messieurs, d'avoir été là sur cette émission. Merci, bien sûr, à vous qui nous avez écoutés en direct. Merci à vous qui nous avez aussi écoutés en podcast. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. D'ailleurs, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de l'émission où vous aurez aussi la chronique de Joss lue par Joss. Vous avez des points, des palettes tactiques. Vous avez pas mal de choses à vous mettre sur la dent. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup Hugo, merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Patrick, et on se dit à la semaine prochaine. Allez les Verts! Salut, bonne soirée à les Verts. Tchuss. Ciao.